sans plus tarder, je vais procéder donc à la présentation de nos intervenants. Le général Michel Friedling nous fait l'honneur d'être ici. Vous êtes le commandant du commandement interarmé de l'espace, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Ce commandant qui dépend donc de l'état-major des armées, le CIE en charge de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique spatiale militaire de la France. Vous avez été pilote de Mirage 2000 en escadron et en expérimentation, m'a-t-on dit, et vous avez été le patron de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, où sont notamment basées les rafales de la dissuasion nucléaire. Jean-Paul Granier, bonjour. Vous êtes ingénieur en chef de l'armement. Vous connaissez bien le spatial, vous travaillez depuis longtemps dans le spatial. Tout d'abord au CNES, vous avez été directeur de cabinet du directeur général du Centre national d'études spatiales. Vous avez travaillé à la direction des lanceurs. Depuis 2005, vous êtes au ministère de la Défense en qualité de conseiller spatial du directeur de la direction des affaires stratégiques du ministère. Et plus récemment, en 2014, vous avez été nommé adjoint espace auprès de la directrice de la stratégie de la DGA, Caroline Laurent, c'est ça, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'en excuse. Nous verrons avec vous que, évidemment, la DGA n'a pas attendu le Paris Air Forum pour se pencher sur la question du militaire spatial. Stéphane Trompy, bonjour. Vous êtes député à LREM de la 4e circonscription de l'Ain, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Vous êtes l'auteur, avec le député Olivier Becht, d'un passionnant rapport sur le spatial militaire pour le compte de la commission de défense, rapport publié en janvier, je crois, c'est ça, en début d'année, où il est question alors de drones rôdeurs, de télescopes d'observation, de mines spatiales, de lasers. Pour vous, la guerre des étoiles a déjà commencé, on en reparle dans quelques minutes. Rapport en tout cas passionnant. Et puis Riyad Kamoun, bonjour. Vous êtes vice-président en charge des relations institutionnelles de Thales Alenia Space, acteur européen de renom dans le domaine spatial. Vous avez été ingénieur en robotique, c'est ça? Vous avez été à la tête des projets R&D robotiques du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, membre des commissions d'administration de la Fondation de recherche aéronautique et spatiale et de la Fondation Airbus Group, de l'ENS Cachan. Riyad Kamoun, avant de rejoindre Thales, vous avez été directeur de cabinet adjoint de Geneviève Fiorasso au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Pour les présentations spatiales militaires, quelle doctrine pour la France? Voilà le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous laisser à tour de rôle et vous présenter un peu votre vision de la chose pendant 3 minutes. Je tiens à préciser qu'en réalité, la doctrine française en matière de militaire spatial, comme vous le savez, devait être dévoilée par le président de la République en début d'année, c'est ce qu'on avait dit. Le président Macron qui a été rappelé à des considérations un peu plus terre à terre avec la crise des Gilets jaunes. Il se murmure, il se dit aussi dans la presse, je crois avoir lu ça dans la Tribune, que cette annonce pourrait être faite le 13 juillet, donc à la veille de la fête nationale, peut-être dans les jardins de l'hôtel de Brienne, lors de la Garden Party, on verra ça, donc dans quelques semaines. Général Friedling, voilà, tout d'abord, j'ai envie de vous demander d'où partons? La stratégie actuelle, elle n'est pas écrite noir sur blanc, mais enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas d'opération possible sans avoir recours aux moyens spatiaux, à des fins de renseignement, de communication, de navigation. C'est effectivement central. Le point de départ, c'est qu'effectivement, ça sert aux militaires tous les jours. Oui, alors merci de cette invitation. Je dois vous dire que j'étais un peu embêté par le mot doctrine. C'est pas que nous, militaires, on est un goût immodéré pour la sémantique. J'aurais préféré le mot stratégie. Quelle stratégie pour la France? Et d'ailleurs, c'est probablement le nom du document qui sera publié lorsque le président de la République le décidera. La doctrine étant un des volets de la stratégie, mais j'y reviendrai. Alors, donc la question, je la prends sous cet angle. Quelle stratégie pour la France en matière de spatial militaire? Et je vais vous décevoir, je ne vais pas la révéler, puisque, comme vous venez de le dire, le président n'a pas encore annoncé cette stratégie, n'en a pas dévoilé les grandes lignes. Non, mais je vais vous en faire quand même la bande-annonce, à défaut de vous projeter le film à l'écran. Et donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, je pense que la première chose dont il faut prendre conscience, alors j'ai 3 minutes, je pense que j'ai déjà mangé une, donc je pense que je vais être un tout petit peu long de 3 minutes. C'est que l'espace est un enjeu majeur, méconnu des Français. Et je crois que ça, c'est un message assez fort. Il faut bien le relayer aujourd'hui. L'espace est indispensable à la vie quotidienne des Français. Il n'y a pas
il n'y a pas une journée dans laquelle les Français ne font pas appel à des services spatiaux. L'espace est également indispensable aujourd'hui à nos économies, à la prospérité économique. Donc c'est vraiment un enjeu majeur et très très peu connu en réalité. Le deuxième point, c'est pour nous militaires, eh bien, l'espace est un atout essentiel, un outil essentiel pour l'exercice de notre autonomie stratégique. Bon, il y a quelques exemples historiques célèbres. 2003, décision de ne pas participer à l'invasion de l'Irak. La décision est fondée notamment sur de l'imagerie spatiale qui apporte la preuve que, enfin en tout cas, nous n'avons pas de preuve de l'existence d'armes de destruction massive. Donc l'exercice de l'autonomie stratégique au niveau politique est fondé beaucoup sur des moyens spatiaux. Et enfin, l'espace est indispensable à nos opérations militaires, que ce soit dans la planification, dans la conduite ou dans l'exécution de ces opérations militaires. Alors concrètement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec nos moyens militaires aujourd'hui ? Eh bien, on communique, on écoute, on navigue, on observe. On a aussi des services météorologiques, on a essentiel hydrographique. Donc l'espace est essentiel véritablement. Alors les exemples, on pourrait les prendre à l'infini. Le soldat ou les forces spéciales qui vont libérer des otages au fin fond du Mali sont dépendants des moyens spatiaux pour communiquer, pour recevoir des informations. Dans toutes les actions, qu'elles soient sur terre, en mer et dans les airs, on a besoin des services spatiaux. Et nous avons des capacités militaires spatiales significatives, puisque nous savons dans tous ces secteurs que je viens d'indiquer, dans l'appui aux opérations, nous savons à peu près tout faire, et que la loi de programmation militaire, mais je crois que Jean-Paul Granier reviendra, prévoit 3,6 milliards d'euros pour renouveler toutes ces capacités. Voilà, alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un contexte qui est très nouveau. On a un certain nombre de menaces et de vulnérabilités, et on s'aperçoit depuis quelque temps que l'espace devient un véritable champ de confrontation, ce qui n'était pas le cas avant. On a joué toujours un peu au chat à la souris dans l'espace. Ça se précise, ça devient plus pressant, ça s'accélère depuis quelques années. Et donc on observe un certain nombre de menaces. Et en fait, l'espace qui était militarisé, et là aussi je n'ai pas un goût immodéré pour la sémantique, mais je tiens quand même à dire que l'espace a toujours été militarisé, puisqu'il y a toujours eu des moyens militaires dans l'espace. Aujourd'hui, l'espace s'arsenalise. Et on observe l'apparition d'armes dans l'espace ou à destination de l'espace, c'est-à-dire dirigées contre des capacités spatiales. Et ce sont des menaces qui sont avérées, qu'on observe, qui sont opérationnelles pour certaines, ou des menaces qui sont en développement sous des apparences de démonstrateurs technologiques, mais qui ont des applications militaires évidentes. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que dans ce contexte-là, et donc je vais arrêter là parce qu'il faut que je sois absolument bref, et après on pourra revenir dans la question, dans ce contexte-là, où l'espace devient un véritable champ, et va devenir de plus en plus, à un moment où on n'a jamais été aussi dépendant, nous, dans la vie quotidienne, citoyens, dans notre vie quotidienne, mais dans les opérations, à un moment où on n'a jamais été aussi dépendant de l'espace et des services spatiaux, eh bien, nos vulnérabilités ne cessent d'augmenter et sont de plus en plus grandes. Donc, d'où cette nécessité d'une nouvelle stratégie et qui comprendrait d'abord une ambition politique, qu'est-ce qu'on veut faire, ensuite un volet doctrinal, pour le coup, une doctrine, comment va-t-on le faire, un volet capacitaire, avec quelle capacité va-t-on le faire, l'industrie a des choses à proposer. Et probablement un volet juridique, parce qu'il y a des aspects juridiques à prendre en compte. Mais on est de toute façon confronté à cette nécessité aujourd'hui de protéger et défendre nos capacités spatiales qui sont véritablement stratégiques. Merci beaucoup, Général. Jean-Paul Granier, j'imagine qu'il y a déjà pas mal de projets qui circulent à la DGA. La Direction Générale de l'Armement s'intéresse au spatial depuis de très nombreuses années. Plus spécifiquement, un groupe de travail espace a été mis en place, c'était fin 2018, c'est ça, à la DGA, afin de définir une stratégie spatiale renouvelée. C'est précisément ce dont on parlait. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Mais d'abord, une petite mise au point. Je ne suis pas ingénieur général ou ingénieur en chef de l'armement, mais on peut quand même survivre à la DGA si on ne fait pas partie de cette famille. Ensuite, vous êtes sûrement très déçus de me voir ici à la place de Caroline Laurent, enfin l'ingénieure générale de l'armement Caroline Laurent, qui est la directrice de la stratégie de la DGA. Elle s'excuse. Elle devait accueillir cet après-midi une délégation étrangère, ce qu'elle fait en ce moment. Donc elle regrette de ne pas pouvoir participer à cette table ronde. Ensuite, j'apprends que j'ai 3 minutes, donc c'est très compliqué. 3 minutes pour la présentation initiale. Oui, pour la présentation. Donc je vais tailler dans les virages et je ne vais pas redire ce qu'a dit très bien le général Frieding sur ces éléments de contexte qu'on commence à bien percevoir.
Pour aller, je dirais, j'avais évoqué évidemment les démonstrations auxquelles on a été confronté, les logos qui sont bien connus de Spaces Contested, Congested and More Competitive, qui sont je dirais, un invariant depuis quelques années. Nous sommes mis autour d'une table avec l'état-major des armées et quelques autres partenaires dans des réunions animées par le cabinet de la ministre des Armées pour élaborer, établir, redéfinir, renouveler cette stratégie spatiale militaire que le président de la République et la ministre des Armées pourront dévoiler dans quelques semaines. Et donc, ce qui n'a pas été contesté au cours de ces travaux, c'est que nous devions poursuivre de façon vigoureuse les investissements nécessaires pour nous assurer que la France disposera dans l'avenir toujours des moyens de se défendre et des moyens qui viennent en appui aux opérations qu'elle mène. Je ne reviens pas sur les éléments qu'a cité le général, sur le milieu, etc. Et j'en viens tout de suite à la situation, à quelques éléments de calendrier. Nous, en toile de fond, nous avions ce que dit la loi de programmation militaire, c'est-à-dire le renouvellement de l'ensemble des capacités spatiales d'ici 2022, avec en observation la composante spatiale optique, CSO, le domaine du renseignement électromagnétique, CERES, et celui des coms par satellite avec Syracuse 4A et 4B. Cette loi de programmation militaire qui a été votée par le Parlement, elle mobilise 4 milliards d'euros d'investissement, 3,6 plus 400 millions d'euros sur les études amont pour participer à cet effort qui est important. Il y a le renouvellement des capacités d'observation spatiale avec CSO. Nous avons lancé le premier satellite en décembre 2018. Les images sont tout à fait remarquables, et alors même que le processus de qualification en orbite n'est pas achevé, et donc que le tuning fin de l'instrument n'est pas totalement achevé. Et nous échangeons des images optiques françaises contre des images radar allemandes et italiennes, et la qualité des images CSO va renouveler l'intérêt évidemment de cette coopération pour nos partenaires. Nous avons établi une feuille de route technologique afin de préparer la nouvelle génération des satellites d'observation optique et infrarouge, et elle permettra à notre industrie de rester toujours au top niveau dans ce domaine. Elle a démarré depuis quelques années déjà avec le CNES, et elle démontre l'excellente coopération que nous avons, et même synergie que nous avons avec le CNES pour mener des travaux qui sont très, très du haut. Et enfin, nous accompagnons aussi le CNES dans les projets qu'il entreprend pour tirer le meilleur parti des capacités duales qu'il développe. Il y a les satellites de communication militaire, Syracuse 4A, 4B, qui pérennisent notre cœur souverain protégé. Ils seront même équipés de charges utiles d'observation de proximité afin de détecter l'approche de satellites aux intentions douteuses. On en parlera, oui. Et il s'agit donc d'une première action concrète face aux nouvelles menaces, mais il faut quand même souligner que ces satellites étaient déjà protégés depuis bien longtemps à des menaces classiques telles que le brouillage ou les effets des impulsions électromagnétiques. Il y a des compléments capacitaires qui sont en cours de développement. Les relations que nous avons avec les satellites civils seront prolongées, et nous préparons actuellement la génération suivante, celle qui est symbolisée par Syracuse 4C, qui viendra en 2028. Et la prochaine génération sera en phase avec les évolutions technologiques. Elle apportera plus de débit et une grande souplesse dans la configuration des faisceaux, et elle permettra aussi d'ouvrir la voie à une meilleure prise en compte des SATCOM sur les porteurs aériens, tout en conservant le même niveau de protection. Il y a le domaine du renseignement électromagnétique, ce sont les satellites CERES qui prendront la succession, le relais d'ELISA, qui est toujours en exploitation opérationnelle, alors que ce n'était que des démonstrateurs. Et à cela s'ajoute un démonstrateur de microsatellites très haute fréquence que développe la DGA en s'appuyant sur le CNES, un démonstrateur issu d'une start-up bretonne, Unseen Labs, permettant de localiser des radars de nav, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le traitement des données au sol. Et cette start-up a fait l'objet d'un investissement d'Efinvest. Avec le CNES, un démonstrateur de surveillance du spectre électromagnétique et des brouilleurs de GPS sera testé, et une charge utile d'écoute embarquée sur des satellites Argos de nouvelle génération, Kinéis, pourra être réalisée. J'ai bientôt terminé.
Bon, je cite Omega très rapidement, ce sont des récepteurs bimodes qui utilisent GPS et Galileo. Il y a le renouvellement de Graves, je dirais le successeur de Graves, parce qu'on ne sait pas si ce sera le même, et une coopération qu'on essaye de cranter avec l'Allemagne sur la trajectographie. Et j'en arrive enfin au dernier volet, qui est le nouvel effort capacitaire complémentaire, qui s'ajoute à tout cela, qui est déjà très important. Il est basé sur 3 axes, celui de la surveillance, celui de la protection de nos satellites et celui de l'action. Il sera basé sur des études de démonstrateurs sur la LPM en cours, et on s'appuiera massivement sur l'aide avec le CNES pour pouvoir réaliser ces démonstrateurs. Cet effort sera progressivement poussé jusqu'à une capacité opérationnelle d'ici 2030. On le décline depuis le sol avec les radars et les télescopes, depuis l'espace à partir de moyens de détection et de caractérisation, avec le recours à de nouvelles offres de services pour la surveillance des différentes orbites, grâce à un réseau de satellites et à une constellation de satellites et des télescopes. Et enfin, des réflexions et des travaux sont en cours pour que la France puisse disposer d'une capacité d'action dans l'espace en orbite géostationnaire, et en particulier pour la défense de proximité. Et tout ceci sera financé dans l'actuelle loi de programmation militaire, et évidemment dans les suivantes. Voilà, merci beaucoup donc pour cet inventaire très complet de ce qu'on peut trouver en termes de spatial dans la LPM en cours. Stéphane Trompy, il en est effectivement beaucoup question de cette LPM dans le rapport que vous avez publié. Vous le dites, aujourd'hui, on assiste à une véritable arsenalisation de l'espace. Selon vous, il y a urgence à élaborer des réponses, des parades, cette nouvelle doctrine, bien évidemment. J'imagine que vous l'appelez de vos voeux. C'est un peu ce qui sous-tendait tout le rapport. Hein, voilà. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation et pour cet échange. Concernant notre rapport, effectivement, nous, on était partis, comme l'a très bien dit le général, la militarisation de l'espace, c'est quelque chose qui date, et qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date de la guerre froide, mais on est aujourd'hui sur l'arsenalisation de l'espace. Et tout au long de l'élaboration du rapport, qui malheureusement a été fait au pas de course avec mon collègue Olivier Becht, puisqu'on nous a incité à le rendre le plus rapidement possible. Donc on l'a rendu en janvier, mais je pense qu'on aurait pu continuer les investigations. Chose que je fais de mon côté, Olivier Becht n'ayant pas autant de temps que moi, comme il est coprésident du groupe UDI Agir et Indépendant. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse politique qu'on peut avoir aussi avec nos alliés. Donc nous, on s'est déplacé aux États-Unis pour voir un petit peu, puisqu'on sait que les États-Unis sont quand même plutôt le fer de lance en termes de spatial et en termes de spatial militaire, savoir ce qui les intéressait et dans le spatial français. Donc eux, ils sont relativement admiratifs de ce qu'on fait, puisqu'on a moins de budget qu'eux, beaucoup moins. Mais avec beaucoup moins de budget, on arrive à faire des choses qui sont très performantes et on a une vraie stratégie. Et concernant cette arsenalisation, on a pu se rendre compte qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de répondre directement dans l'espace, mais qu'on peut avoir d'autres formes de réponse, comme une attaque cyber, par exemple, pour pas la citer, ou d'autres types. Je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Il n'y a pas que la réponse spatiale qui est faisable. Donc on a essayé de travailler tout ça, et on en est arrivé au fait que effectivement, il fallait aller beaucoup plus loin que la surveillance de l'espace, et qu'il fallait certainement passer sur d'autres types de réponses, comme l'arsenalisation. Donc, comme vous l'avez si bien dit, même si on n'est pas dans la guerre des étoiles, des lasers, de la surveillance. Des choses un peu plus offensives, on va en parler. Voilà. Des choses un peu plus offensives, effectivement, sur ces sujets-là. Donc, on a essayé de balayer tout un tas de réponses, et dernièrement, donc, j'ai vu avec Airbus et Ariane sur le programme SWORD, une chose m'a un petit peu interpellé, c'est qu'on a tout un tas de réponses en cas de menace. Par contre, ce que je veux connaître, et là où je n'ai pas encore la réponse, puisque a priori il n'y a pas de réponse au niveau français, c'est en cas de blackout total de nos moyens satellitaires, quelle est la résilience au sol que nous avons? Et a priori,
nous en avons très peu. Donc, j'ai auditionné avec la commission défense le CEMA il y a peu de temps. Et donc, nos armées peuvent travailler avec des moyens en dégradé. Mais quelle est vraiment pour les personnels civils et autres la résilience que nous pouvons avoir? Donc ça, c'est une question qui m'intéresse et que je vais gratter. Peut-être que j'aurai la réponse ici aujourd'hui. Vous allez me la donner, je pense. Voilà, donc il y a tout un tas de choses où, politiquement parlant, il faut que nous aussi, on ait, au niveau des parlementaires, des réponses pour éventuellement mettre des cadres juridiques, comme ça a été évoqué il y a peu de temps, sur ce qui peut se passer dans l'espace. On sait qu'on doit avoir une rénovation de la LOS entre 12 à 18 mois a priori. Donc voir ce qu'on va pouvoir y mettre. Et au niveau, moi je milite sur l'ALPM par contre, sur le fait que le spatial ne devrait plus être un simple chapitre, mais un vrai volet au même titre que l'aviation, que l'armée de terre, que la marine, un vrai volet de cette LPM. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont à voir et qui sont à faire. Je tiens, moi, personnellement, à ce que le spatial rentre vraiment dans cette LPM à part entière, parce que comme l'a rappelé le général, pour nos citoyens, tous les jours, il est important de se baser sur le spatial. Personne ne s'en rend compte. Nos citoyens ne sont pas assez informés sur ces questions. Et je pense que, en fin de compte, en France, on a besoin de leur rappeler, et ça j'insiste dessus, leur rappeler l'importance du spatial, et puis les faire un petit peu plus rêver, puisque ça a été fait que de manière sporadique quand on a soit Thomas Pesquet, soit d'autres missions spatiales. Et je pense qu'il faut les réintéresser dans ce climat qui est actuellement un petit peu anxiogène, puisque vous avez rappelé que le président de la République devait faire une annonce en début d'année et qui a été repoussée par la crise sociale. Je pense qu'on doit refaire rêver les Français, et on peut le faire par le spatial. Et moi, je milite pour ça, et ça me ferait extrêmement plaisir que nos concitoyens s'intéressent beaucoup plus au spatial aujourd'hui. Il y a le salon du Bourget qui arrive, c'est toujours quand même un rendez-vous populaire. Voilà. Tout à fait. Riyad Kamoun, on évoquait la résilience à l'instant. Évidemment, vous, ce sont des choses avec lesquelles vous travaillez tous les jours. Les rapprochements inamicaux, la protection des satellites, d'une certaine manière, c'est votre quotidien. Comment est-ce qu'une société comme Thales peut avoir des choses à proposer, effectivement, en termes de résilience, en termes de résistance aux attaques, des choses comme ça? Bonjour et merci de permettre aussi à l'industrie d'apporter une vision complémentaire à ce qui a été dit. Je pense qu'on fait le constat, et ça a été dit à travers les différents exposés aujourd'hui, le spatial joue un rôle clé pour les armées. Le spatial est efficace, hein, il y a une forme de dépendance, mais c'est parce que le système est efficace. Et je voudrais dire aujourd'hui que l'industrie française aujourd'hui couvre tout le spectre des besoins spatials. Aussi bien sur la partie renseignement, sur la partie météo, sur la partie navigation, on maîtrise en France l'ensemble de ces technologies qui permettent aujourd'hui de développer toutes ces infrastructures souveraines dont on vient de parler. Le second volet, c'est, on en a parlé, de l'arsenalisation ou le quatrième milieu à maîtriser. Je pense que c'est très important de voir aussi la compétition qu'il y a aussi dans ce domaine-là. Très récemment, j'ai repris une phrase de Mike Pence dans son dernier discours qui dit nos adversaires développent des technologies d'agression qui mettent à risque la technologie, la prospérité et la sécurité américaine. Je pense que là, les choses sont dites. Il va y avoir des budgets conséquents sur ces domaines-là. On est aujourd'hui déjà sur un facteur de 6 à 7 entre le budget européen et le budget US sans les programmes secrets. Et l'autre volet important pour l'industrie, c'est la maîtrise des technologies. On connaît les restrictions ITAR,
les restrictions à l'exportation, il est important que notre industrie aujourd'hui maîtrise aussi les technologies qui permettent demain d'être souverain. Donc la résilience est au cœur, bien entendu, de nos développements et Thales Alenia Space y travaille. La première composante pour être résilient, c'est la surveillance de l'espace. C'est une des composantes importantes pour demain. On développe pour cela des systèmes de surveillance de l'espace, en investissant aussi dans ce qu'on appelle le New Space. On vient de faire un investissement important dans une start-up qui s'appelle Northstar, qui va permettre d'imager et de faire de la trajectographie pour mieux maîtriser ce qui se passe au niveau spatial. Il y a aussi l'autosurveillance, on en a parlé, Jean-Paul Granier en a parlé. Nos systèmes souverains peuvent aussi se doter de systèmes d'autosurveillance et on est en train de les équiper. Le troisième volet très important, c'est l'action. Une fois qu'on a identifié la menace, une fois qu'on a caractérisé cette menace, on peut aussi agir. Et là-dessus aussi, Thales Alenia Space y contribue à travers des études, en attendant bien entendu la stratégie spatiale qui sera dévoilée sous peu. On commence à y travailler avec des systèmes. On a un système qui s'appelle Space Quarter, qui est un système très flexible qui va permettre d'agir pour neutraliser, pour brouiller, pour aveugler, mais tout en ne générant pas de nouveaux débris, ce qui serait là aussi contre-productif. Et enfin, le dernier volet qui me semble très important, on en a aussi parlé, c'est tout ce qui est cyberprotection. Là aussi, c'est une des composantes pour la résilience des systèmes très importante. Et là, Thales Alenia Space s'appuie sur l'ensemble du groupe Thales pour apporter aussi bien sur la partie segment sol, sur la partie satellite, mais aussi globalement sur le système complet, toutes les composantes cyber qui permettent de protéger nos infrastructures critiques et nos infrastructures souveraines. Je reviens à la terminologie, à l'énoncé. Doctrine pour la France, doctrine militaire pour la France en termes de spatial, doctrine nationale. J'ai envie de vous demander, est-ce que, on a bien compris l'importance des moyens spatiaux, mais est-ce que la France, en tant que telle, est directement visée ? Alors évidemment, on a évoqué il y a quelque temps les visites inamicales de Loon, Cholem, des choses comme ça. Mais si la France se dote d'une doctrine nationale, c'est qu'elle doit répondre à une menace qui pèse directement sur ses intérêts propres. Donc en général, est-ce que la France, aujourd'hui, est directement visée ? La France n'est pas davantage visée, me semble-t-il, que d'autres nations. Mais l'espace, par définition, est un champ circumterrestre global, au sens anglo-saxon du terme. Et nous sommes un acteur spatial quand même de premier plan. Nous avons des capacités spatiales. Et donc nous avons des vulnérabilités et les risques, les menaces. Alors on n'a pas distingué risques et menaces. Nous, dans le langage militaire, on distingue bien les risques qui sont non intentionnels. Donc on parle essentiellement des débris, collisions, etc. Et les menaces qui sont intentionnelles. Et ces menaces intentionnelles ne sont pas aujourd'hui spécifiquement dirigées contre la France. Je pense qu'elles concernent à peu près tout le monde. D'ailleurs, le satellite Louche-Olympe, qui a été cité par la ministre comme ayant fait une approche de proximité et puis un peu de butinage, sur une tentative de butinage sur notre satellite franco-italien Athéna-Fidus, elle ne s'en est pas tenue à Athéna-Fidus. Il s'est promené sur les orbites géostationnaires pour aller faire la même chose sur d'autres satellites qui n'étaient pas français. Donc non, la réponse est non. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, nous sommes extrêmement dépendants de nos capacités spatiales pour l'autonomie stratégique de la France et pour nos opérations militaires. Et nous avons la conviction que, à l'avenir, si un conflit entre deux puissances majeures venait à éclater, auquel nous serions partie prenante, ou en tout cas par nos alliances indirectement, ce conflit s'étendrait inévitablement à l'espace, voilà, comme il s'étendrait au domaine cyber. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'un champ de confrontation aujourd'hui. Donc demain, c'est une certitude absolue. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Et donc on a besoin, d'une part, de se doter des capacités de protection et de défense de nos moyens spatiaux. D'abord, je dirais de surveillance. Il faut comprendre ce qui se passe. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans l'espace, vous êtes totalement aveugle, vous êtes victime de ce qui va vous arriver. Ensuite, il faut être en capacité de répondre.
Mais tout ça s'inscrit dans une logique de découragement. Je ne veux pas employer le mot dissuasion, parce que vous allez dire que je suis un obsédé de la sémantique, mais le mot dissuasion est très connoté. Mais de découragement, justement, de ces actions spatiales. On a bien compris. Oui, je vous écoute, Monsieur Grenier. Je voulais juste peut-être rebondir sur une question que vous alliez nous poser, celle de la légitime défense. Oui. En réalité, c'est un peu ça. Et là, on a une réponse. La France s'est mobilisée pour promouvoir l'idée d'un code de conduite des activités dans l'espace qui a été relayé par l'Union européenne, repris à son compte par l'Union européenne. Et au moment où nous discutions, nous négocions les termes de cet accord, de ce texte plutôt, qui était un texte non obligatoire, enfin non binding, comme on dit, les termes de légitime défense ont été énoncés, et il y a eu un vrai débat là-dessus. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient très en faveur du maintien de cette disposition, parce que nous considérons en effet que la légitime défense s'impose en cas d'agression. Évidemment, il fallait réagir sur un mode respectant l'idée du code de conduite, c'est-à-dire ne pas créer des débris de longue durée de vie, et donc ne pas reproduire ce qu'ont fait les Chinois et ce qu'ont fait récemment les Indiens. En tous les cas, en orbite basse à 800 km. Et donc, voilà, le code n'a pas connu de lendemain, malheureusement, mais on est dans cette disposition d'esprit de toute façon. On voit bien par rapport à ce qui est dans la LPM qu'on a aujourd'hui un aspect militaire du spatial qui est très tourné vers le renseignement et vers les communications. Avec cette nouvelle stratégie, on pourrait passer effectivement à des choses plus offensives. Est-ce qu'il faut tout inventer aujourd'hui, de ce point de vue-là, ou est-ce qu'on a, en France, du côté de l'industriel, du côté de nos chercheurs, déjà, pas mal défriché le terrain? On parlait des lasers, je crois l'ONERA, il y a quelques jours, a communiqué sur les lasers. Voilà, il y a un certain nombre de trous dans la raquette aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas défendre à 100% nos infrastructures, notamment on parlait tout à l'heure du segment sol, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on se penche peut-être un peu plus tard que d'autres pays, mais en revanche il y a quand même des choses, effectivement des choses qui sont maîtrisées par les industriels. Vous pouvez nous citer quelques exemples? On parlait des lasers, on parlait des choses sur lesquelles finalement on travaille notre industrie travaille depuis des années. Qui veut répondre? Je vais essayer de répondre d'abord sur la capacité de surveillance de l'espace. On ne part pas d'une feuille blanche, on a développé Grave. C'était un démonstrateur, c'est devenu un système opérationnel. On va le remplacer par autre chose. On va le faire évoluer parce que les moyens qui sont dans l'espace évoluent aussi, deviennent de plus en plus petits et il faut les détecter. On a également des télescopes. On a les télescopes du CNRS et du CNES Tarot qui nous servent à regarder ce qui se passe en orbite géostationnaire. Il y a des initiatives industrielles comme GeoTracker du côté d'Ariane Group, mais du côté de Zodiac et d'Airbus pour détecter des positions de satellites en orbite. Donc on n'est pas complètement aveugle. Et puis on a des coopérations très solides avec un certain nombre de partenaires, en particulier les États-Unis, avec lesquels nous avons depuis une dizaine d'années une vraie coopération dans le domaine de l'assurance de l'espace. Après, on a des industriels qui sont capables de nous aider aussi à développer les dispositifs dont nous avons besoin pour la protection de nos satellites et ensuite pour éventuellement la réaction. Riyad Kamoun, comment le New Space peut participer à cette stratégie spatiale des forces armées françaises? Est-ce qu'on peut avoir un pied finalement dans ce New Space et puis à côté des choses qui ont été développées peut-être de manière plus ancienne et de manière totalement souveraine? Voilà. Nous, on y voit une très grande complémentarité. C'est la manière dont on voit l'apport de tous ces projets New Space qui sortent aujourd'hui. Il nous semble que cette complémentarité, elle est importante en termes de mission, mais elle est aussi importante en termes de résilience. Tout à l'heure, vous parliez de résilience de nos systèmes. Je pense que le New Space, ou en tout cas ces projets civils, peuvent apporter cette approche-là. Je peux prendre quelques exemples pour illustrer mes propos en termes de complémentarité. Si on vient de parler des systèmes souverains Syracuse pour les télécoms,
On vient aujourd'hui de livrer une constellation Iridium Next de 72 satellites qui couvre l'ensemble du globe. Ce type d'approche constellation qui vont permettre d'avoir de la voix, mais aussi de la data à travers le globe, est déjà opérationnel et délivre aujourd'hui des services qui peuvent être complémentaires à un système souverain. Je prends dans le domaine du renseignement et de l'observation optique. On a lancé CSO, on vient de parler des performances, et l'industrie européenne et française aujourd'hui est clairement à la pointe en termes de performance de ces systèmes-là. Mais on peut aussi coupler la très haute résolution avec de la très haute revisite, et c'est ce qu'on est en train de développer chez Thales Alenia Space, une constellation à travers la constellation Black Sky de 60 petits satellites, cette fois-ci qui ne vont pas apporter de la haute résolution, mais plutôt de la haute revisite. 60 satellites, ça fait plusieurs revisites à l'heure, ce qui va pouvoir aussi compléter l'approche souveraine de CSO, par exemple. Et je prendrai un dernier exemple sur la surveillance maritime, puisqu'on en a parlé aussi. On peut utiliser des constellations comme Kinéis, qui est une constellation en cours de développement de 20 nanosats. Là, on parle de tout petits systèmes, nanosatellites, qui vont embarquer des payloads Argos, mais aussi AIS, qui vont aider aussi à la surveillance maritime. Donc, oui, on peut avoir une complémentarité d'infrastructures souveraines avec des projets privés ou des projets New Space, mais on peut aussi profiter du New Space, c'est-à-dire finalement de la profonde transformation du spatial avec la transformation digitale, pour aussi apporter, je prends un dernier exemple, l'économie des plateformes aujourd'hui permet d'offrir des infrastructures as a service, grâce à ces nouvelles approches basées sur le cloud, basées sur l'IA. Et nous, on travaille à ce type de nouveau paradigme qui est de ne plus offrir une infrastructure, mais d'offrir un service comme une infrastructure grâce à ces nouvelles technologies. Et enfin, pour conclure, on parlait tout à l'heure d'action dans l'espace. Un des enjeux majeurs du spatial de demain, c'est le in-orbit servicing. C'est passer d'un spatial qui est aujourd'hui statique à un spatial qui est dynamique. On travaille sur des engins capables de faire du servicing en orbite. La dualité avec l'environnement ou les besoins militaires est évident, et on peut, bien entendu, investir sur cette dualité pour offrir aussi des services du haut à partir de plateformes civiles. Ça veut dire que si on peut aller chercher un satellite dans l'espace pour le réparer ou changer ses ergols, on peut aussi aller le chercher pour le capturer, c'est ça, s'il devient gênant? Si la stratégie spatiale le définit, on pourra, et on développe les technologies pour le faire, en tout cas. General Friedling, c'est déjà des choses qui se font, j'imagine pas en France, évidemment. Mais... Non, mais c'est dans la presse ouverte, donc je ne vais pas vous livrer un secret d'État. Vous avez, les Chinois ont 2 démonstrateurs en orbite géostationnaire qui s'appellent le SJ3 et SJ17 de mémoire, qui sont des démonstrateurs technologiques qui se promènent sur les orbites géostationnaires pour faire, avec un étage d'ailleurs de ravitaillement qui est sur une orbite légèrement au-dessus, et qui expérimentent des techniques d'approche coopérative ou non coopérative, et puis et ils s'approchent jusqu'à quelques mètres de satellites chinois, c'est-à-dire qu'ils font ça entre eux. Voilà, donc c'est typiquement le genre d'exemple avec des bras articulés qui peuvent faire de la maintenance ou qui peuvent faire aussi d'autres choses. On peut arracher un panneau solaire, on peut faire plein de choses avec des bras articulés. Donc évidemment, on peut faire, ça existe. C'est les menaces que j'évoquais tout à l'heure qui sont en expérimentation et qui ont des applications militaires évidentes. Stéphane Trompy, dans votre rapport, vous appelez de vos voeux la mise en place d'un 2e radar grave, si j'ai bien compris. Vous parlez de Kourou notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire aussi en termes de détection. Ce radar dont on parle beaucoup, ne voit pas tout, ne sait pas tout faire d'une certaine manière. On parle aussi vous parlez aussi d'autres télescopes à installer, c'est ça? Oui, dans le rapport, on s'est étendu sur la surveillance de l'espace, effectivement, avec éventuellement des complémentarités sur Grave. Mais Grave, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui nous a permis d'apporter certaines réponses, en l'occurrence aux Américains, et de parler d'égal à égal. La surveillance, ça reste quelque chose d'important. Donc on avait effectivement, avec mon collègue, vu peut-être tout un système de surveillance terrestre. Et après, on s'était aussi penché sur la surveillance directement dans l'espace, donc via une caméra qui pourrait, et ça on l'a vu avec Thales, on l'a vu comme quoi une caméra pouvait tout simplement surveiller directement l'espace. Après, pour tout ce qu'on a parlé juste à l'instant,
sur tout ce qui est peut-être désorbitation de satellites ou autre, on va arriver à une vraie problématique internationale au niveau des traités, puisque on va arriver sur quand même quelque chose qui va être un petit peu le Far West. C'est-à-dire chacun va faire un petit peu ce qu'il veut, il va faire ses réparations, perdre une pièce tranquillement dans l'espace qui va aller percuter par exemple un de nos satellites, soit dans un de ses panneaux solaires, soit autre chose. Et il va falloir, à mon avis, que la France et l'Europe appuient à ce niveau-là pour commencer à sensibiliser l'ensemble du monde comme on a pu le faire sur les ressources, chose qui nous a beaucoup intéressé avec Olivier Bèche, puisque les ressources sont quelque chose qui sont en train d'attirer de plus en plus de pays. Donc les États-Unis, c'est plus que connu. Le Luxembourg dernièrement. En France, moi je travaille, là j'ai vu déjà différents ministères sur les ressources. Et qui dit ressources, qui dit comme sur Terre, confrontation. Donc il y a tout un cadre législatif, des traités internationaux qui vont devoir sans doute être mis en place rapidement. Et je pense que la France et l'Europe devront rapidement lancer une concertation avec le reste du monde sur ça, pour pas que ça devienne, comme je vous le disais il y a moins d'une minute, le Far West. Jean-Paul Granier, un mot sur la régulation, peut-être, oui, effectivement. Peut-être là. Moi, honnêtement, je suis un peu sceptique. Je pense qu'on aura du mal à refaire ce qu'on a réussi à faire une fois. Le traité de 67 qui apporte une certaine réglementation assez générale, très peu contraignante, mais tout de même qui dit un certain nombre de choses et qui jusqu'à présent est à peu près respectée. On n'arrivera jamais à se mettre d'accord au niveau international. On l'a vu même pour un petit traité, enfin un petit accord, une petite convention du genre code de conduite, ça a capoté parce que vous avez des pays qui considèrent qu'ils ne sont pas dans l'espace et qu'on veut les ligoter et leur empêcher l'accès à l'espace, et d'autres qui ont déjà tout et qui effectivement n'ont pas intérêt à ce que les autres s'y approchent. Donc c'est très très compliqué et je ne crois pas qu'on arrivera à de la régulation de ce niveau-là, du niveau traité. Quelques textes, quelques codes de conduite peut-être, mais il y a eu des tas de tentatives. Il y a eu celle de l'Union européenne qui a capoté, comme je le disais. Dans le cadre du COPUOS, il y a eu l'initiative de Gérard Brachet, le Long Term Sustainability of Space Activities, qui continue de prospérer à feu doux. Et ça ne marche pas toujours très très bien. Il y a eu des initiatives au niveau du secrétariat général des Nations Unies avec des groupes de travail gouvernementaux qui ont essayé d'apporter des réponses. Ça reste tout de même assez flou, assez général et très peu contraignant. Donc il va falloir être confronté, je pense, à quelque chose qui sera difficile et trouver les bonnes parades et au bon niveau pour faire face. Voilà. Alors, Stéphane Trompille et Riyad Kamoun souhaitent intervenir. Stéphane Trompille, qui répond. Donc. Sur ce point-là, c'est vrai que je suis ambitieux et c'est un petit peu d'utopie. Non, c'est vrai que j'ai vu dernièrement le ministère des Affaires, enfin le secrétariat d'État aux Affaires européennes, et c'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel on sait qu'on va avoir de grosses difficultés. Sur ce point-là, je vous rejoins, mais je pense qu'il est nécessaire quand même de se pencher sur la question, après, avec beaucoup de courage. Voilà. Oui, dans mon propos liminaire, je parlais dans le volet réglementaire du sujet des contrôles export. Je pense aussi que ça fait partie, comme je l'indiquais, des enjeux majeurs demain. La maîtrise des technologies critiques, c'est un sujet aujourd'hui auquel l'industrie française, l'industrie européenne fait face. Et il est important, et je prends l'occasion de rappeler l'enjeu au niveau européen et français. Le prochain MFF va bientôt démarrer avec des budgets conséquents sur la partie, comme vous le savez, flagship européen. Mais sur la partie R&D, il est important que, au niveau national et au niveau européen, on puisse définir les filières technologiques critiques, celles qui sont indispensables aujourd'hui à notre souveraineté, et qu'on puisse les développer au niveau européen. Et je pense que le cadre du prochain MFF va permettre de maîtriser aussi ce type de technos qui sont aujourd'hui réglementés et qui peut être un frein ou en tout cas une limitation pour nous industriels. Avant de laisser la parole à la salle, peut-être pour quelques questions, une question quand même pour le général Friedling. Puisqu'on parle de
de stratégie offensive qui se dessine. J'ai envie de poser une question à un militaire qui serait la question des seuils. On parle de capacité à riposter, mais à partir de quand? À partir de quel degré de dégradation de nos capacités? Alors d'abord, pardon, mais on n'a pas parlé de stratégie offensive. Hein. Vous venez de... On voit bien que c'est quand même ce qui est en train de se décider. Non, pas du tout. En tout cas, si j'ai dit ça, je vous prie de retirer ces propos de la bande vidéo, mais je suis sûr de ne pas l'avoir dit, donc nous n'avons pas parlé de stratégie offensive. Nous avons parlé de capacité à exercer notre droit à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, indépendamment de ce que dit le traité de l'espace. D'ailleurs, en totale conformité avec ce que dit le traité de l'espace sur l'usage pacifique, le fait d'avoir des armes, y compris dans l'espace, n'est pas en soi une disposition agressive, donc n'est pas en soi contraire au traité de 67. Voilà, pour ce point qui est quand même extrêmement important. Par ailleurs, pour rebondir sur le propos qui est alors c'est vrai qu'il y a des initiatives quand même, il faut mentionner 2 initiatives privées, privées, qui ne sont pas sponsorisées par les Nations Unies, qui sont le Milamos et le Woomera, qui sont 2 initiatives universitaires destinées à produire un espèce de manuel de normes de bon comportement dans l'espace et de règles de bon usage de l'espace. Il y a eu, et je pense qu'on les suit de très près, on y participe d'ailleurs, on est partie prenante dans ces initiatives. Le CIE a son expert juridique qui représente le ministère des Armées avec la direction des affaires juridiques. Parce qu'on a intérêt à promouvoir et à définir des normes de bon comportement à défaut d'avoir un traité révisé. Et il faut garder en mémoire qu'une initiative privée de ce type-là a produit un manuel dans le domaine cyber qui s'appelle le manuel de Tallinn, qui est devenu un peu la norme aujourd'hui et la référence. Donc on suit ça quand même de très près. Après, pour répondre à votre question, c'est une excellente question, la question des seuils. Je crois qu'on est au début de l'histoire. La feuille, elle est blanche aujourd'hui. On a pris conscience d'un environnement, de menaces, de risques, d'enjeux. On travaille aujourd'hui, quand je dis on, c'est nous en France, mais pas uniquement. On travaille avec nos partenaires et alliés au sein de différentes enceintes, en bilatéral ou en multilatéral, pour précisément adresser toutes ces questions, parce que la liste des questions, elle est immense. On n'a pas encore toutes les réponses, loin de là. Mais je vous en cite 2 ou 3 pour illustrer. On ne sait pas aujourd'hui comment caractériser un acte ou une intention hostile dans l'espace. Voilà. Ne serait-ce qu'une intention hostile, on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui comment répondre à une intention, dite aussi à partir du moment où on pense qu'on l'a caractérisée. C'est-à-dire que dans le domaine aérien, dans le domaine maritime, on sait très bien ce que c'est qu'un tir de semonce. Dans le golfe d'Oman ou dans le golfe d'Aden, on sait ce que c'est. Dans l'espace, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a tout un travail de réflexion à conduire qui ensuite a des implications doctrinales, politiques, capacitaires, juridiques, etc. Et là, le travail est devant nous. Merci beaucoup. En général, je laisse la parole à la salle si vous avez quelques questions. Voilà. Oui, monsieur. On va vous apporter un micro, je pense. Voilà. Ah non, c'était... Ah, okay. Oui. Si vous voulez bien vous présenter, oui. Oui, Jean-Pierre Serra, vice-président chez Airbus Defence and Space pour les affaires spatiales défense. N'ayant pas pu me joindre à votre table, je voudrais juste intervenir sur un point, forcément en tant que représentant un des premiers groupes mondiaux de l'espace, et en tout cas le premier européen, qui est évidemment cœur dans la stratégie de défense et en particulier du spatial. Je voudrais juste rebondir sur un point. On a parlé de souveraineté, on a parlé d'enjeux, on a parlé de stratégie de la France. Je voudrais juste prolonger le débat et je m'adresse aux intervenants sur la place de l'Europe dans cette problématique. Comment concevez-vous éventuellement une souveraineté partagée sur certaines capacités, si tant est qu'on puisse le faire, si tant est qu'on veuille le faire? Et qu'attendez-vous éventuellement même des initiatives sur l'Europe de la défense pour essayer de construire ce que sera la maîtrise de l'espace demain, qui est forcément un enjeu national, mais bien au-delà des dimensions nationales qui toucheront les frontières européennes? Qui souhaite répondre? Monsieur Trompille. Ouais.
Je voudrais répondre sur une toute petite partie. Donc, on a renouvelé au niveau européen le Parlement il y a peu. Et donc, moi, j'ai déjà fait certaines démarches pour voir avec les nouveaux eurodéputés qui auraient un intérêt spécifique pour le spatial et pour le spatial de défense. Pour qu'on puisse travailler ensemble, effectivement, pour pas que ce soit qu'une question française, mais que ce soit aussi une question européenne. Pour ma part, alors je vais être un peu chauvin, mais je trouve qu'on est quand même relativement leader en matière spatiale au niveau français. Mais je pense qu'on a besoin de nos alliés européens, de nos collègues européens, pour avancer sur la question de l'Europe de la défense ou de la défense européenne. Peu importe dans quel sens on le tourne, bien que je préfère défense européenne. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore les réponses à ce niveau-là, puisque tout est en train de se mettre en place au niveau de ce nouveau Parlement européen. Mais ce sera avec un immense plaisir que je transmettrai ce qui a pu se dire entre le Parlement français et le Parlement européen. Jean-Paul Granier pour la DGA. Je vais tenter de répondre peut-être à titre personnel, mais je dirais que la capacité de surveillance de l'espace et de maîtrise du milieu, c'est une capacité qui est souveraine par définition. Donc la partager à 27, c'est compliqué. Il y a quelques projets, quelques programmes modestes pour le moment au niveau européen qui ont permis à un certain noyau de pays intéressés de se constituer, une sorte de consortium qui gère le peu de budget qu'il y a eu jusqu'à présent pour le répartir entre les pays qui s'intéressaient à la question, tout en mettant à disposition, mais en les contrôlant, les moyens dont ils disposent au plan national. Donc on est dans un modèle qui est un peu celui-là, et je crois qu'il est... je parle toujours à titre personnel, je ne crois pas qu'on mettrait nos capacités en commun au niveau européen pour ne plus les contrôler, et surtout perdre la relation de confiance que nous avons établie avec nos partenaires américains dans ce domaine, parce que c'est un domaine sensible, qui concerne, je dirais, 10% des informations qui sont collectées par les moyens de surveillance, mais ces 10% sont suffisamment sensibles pour ne pas se partager. Donc voilà les quelques éléments de réponse que je peux apporter à cette question. Peut-être que Général, oui. Oui, en deux mots, donc, ce dont parle Jean-Paul Granier, c'est le EUSST, European Space Surveillance Tracking, qui est un consortium de 8 nations européennes qui travaille à définir une architecture pour fournir des services de surveillance de l'espace à des nations membres de l'Union européenne à partir de capacités souveraines. Donc ça reste le principe, mais cofinancé par ces pays souverains et puis l'Union européenne. Donc je crois que c'est un modèle qui peut fonctionner. Et en tout cas, on est très actifs dans ce consortium. Je ne sais pas si ça fonctionnera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des capacites européennes. Il y a Copernicus, il y a Galileo, ça fonctionne. Il y a des applications militaires pour Galileo. Ça aussi, un modèle qui fonctionne. Et puis ensuite, il y a le règlement spatial européen qui va être voté prochainement, qui définit quand même des crédits très importants pour les 7 ou 8 années à venir pour le spatial en Europe. Et donc, il faudra voir comment on peut utiliser ces crédits sur des capacités qui ont des applications militaires. Et sachant qu'il y a aussi autre chose qui est en train d'arriver, qui est potentiellement qu'il y a une direction générale défense et espace au sein de l'Union européenne, et qu'il faudra voir ce que cette direction générale espace voit en termes d'applications spatiales et de développement spatiaux pour l'Europe. Riyad Kamoun, un mot sur la dimension européenne. On parle aussi évidemment du fameux fonds de défense européenne. Vous pouvez financer une partie peut-être de ces programmes spatiaux. Tout à fait. Donc j'ai parlé tout à l'heure des technologies critiques. Donc là, je descends vraiment au plus fin de ce que peut être un système spatial. Les technos, ça peut être mutualisé au niveau européen. Mais je prendrai aussi un autre exemple au niveau de la navigation. Donc nous, chez Thales, on développe le segment de mission de Galileo. Et comme vous savez, on fournit aussi le PRS, qui est aussi un système sécurisé de localisation qui a des applications militaires. Donc dans ce cas-là, on utilise une infrastructure européenne, mais avec un côté dual, ou en tout cas un service dual, le PRS, pour des applications militaires. Peut-être une toute petite dernière question, et puis on va conclure. Voilà. Oui, en fait, je voulais savoir si est-ce que vous pouvez vous présenter, la France pourrait avoir une stratégie pour lutter contre les menaces plus asymétriques, celles qui ne relèvent pas
à proprement parler d'une agression directe et tout à fait tangible. Et si la France pouvait avoir une capacité de défense autonome par rapport à ses alliés, et si cette défense venait à être autonome, si elle pouvait s'étendre à ses alliés européens. Bon, c'est compliqué comme question, mais je crois que... Alors, d'abord, ça a été dit tout à l'heure, et j'appuie là-dessus, je voulais revenir d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il n'y aura aucune réponse... Enfin, aujourd'hui, tout est multidomaine. Voilà. Donc, les réponses à une agression contre nos capacités spatiales ne seraient pas forcément une action dans l'espace. Ça pourrait être une action dans l'espace, mais ça pourrait être une action dans le domaine cyber, dans le domaine politique, dans des sanctions économiques, ça peut être... Donc c'est multi-domaine, ça peut être dans le domaine aérien, terrestre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et ça rejoint un peu la question d'avant, c'est nous sommes Français, nous avons toujours cherché cet équilibre subtil et me semble-t-il judicieux entre l'autonomie stratégique, qui est un objectif rappelé dans la revue stratégique de 2017, et bien sûr la coopération et notre participation à des ensembles multilatéraux tels que l'OTAN, l'Union européenne, etc. Voilà, je crois qu'on va terminer cette présentation. Merci à vous quatre d'être venus aujourd'hui. Affaire à suivre donc avec la présentation annoncée par le président Macron donc de cette doctrine nationale en termes de spatial militaire. On a évoqué les enjeux de souveraineté, les enjeux de défense. Le spatial, c'est l'affaire de tous également. On le voit tous les jours. Merci beaucoup.